Voici donc la troisième partie de ce thème 47 dans lequel nous parlons de la France et de l'Europe pendant la période napoléonienne, mais également de la restauration des Bourbons et de la monarchie libérale de Louis-Philippe. Donc, dans un premier temps, nous avons vu le consulat de 1799 à 1804, puis l'Empire de 1804 à 1815, et nous voyons maintenant la restauration des Bourbons, la restauration bourbonique de 1815 à 1830. Donc, je vous rappelle quand même les événements. Suite à la Bérésina de Napoléon Bonaparte en Russie, donc de sa retraite de Russie qui s'est déroulée dans des conditions catastrophiques, et suite à l'offensive des armées russes, prussiennes et autrichiennes coalisées qui ont envahi la France et sont arrivées jusqu'à Paris en 1814, Napoléon abdique et est condamné à l'exil sur l'île d'Elbe, en Méditerranée, entre la Corse et l'Italie. Vous avez une image juste à côté. Et donc, la restauration monarchique en Europe se remet en place. Donc les monarques coalisés, donc les monarques russes, prussiens et autrichiens, prennent en main l'avenir politique de la France. Je vous rappelle quand même que la France est envahie par ces trois armées. Et donc, selon eux, la légitimité du pouvoir n'appartient pas au peuple, mais à une famille de souverains. Ils imposent donc le rétablissement de la dynastie des Bourbons. Donc le frère de Louis XVI, le comte de Provence, qui était exilé depuis 1791, est rétabli sur le trône. Et donc, dès l'abdication de Napoléon Ier, le 6 avril 1814, il devient roi de France, sous le nom de Louis XVIII. Et avec cette décision, les monarques européens envoient un message fort au peuple français, mais également à tous les peuples d'Europe. La période révolutionnaire ouverte en 1789 est définitivement close et les principes de liberté qu'elle avait diffusés en Europe, comme la souveraineté nationale, comme les libertés, je vous l'ai dit, comme les droits de l'homme, ne sont plus d'actualité. Toutefois, ce processus de restauration va être interrompu au cours d'une parenthèse de 100 jours entre mars et juin 1815. Pendant un peu plus de 3 mois, Napoléon va reprendre les rênes du pouvoir. Il quitte secrètement l'île d'Elbe et avec 800 soldats, il débarque en Provence en mars 1815. Soutenu par une partie des Français qui refusent l'occupation étrangère. Je vous rappelle que donc les trois armées russes, prussiennes et autrichiennes sont en France. Donc les Français ne supportent pas cette occupation étrangère et donc ils soutiennent Napoléon qui parvient à rallier les soldats venus l'arrêter et qui remonte vers Paris. C'est ce qu'on appelle le vol de l'aigle. Donc le 20 mars 1815, il entre à Paris et provoque la fuite de Louis XVIII. Les monarchies européennes lui déclarent la guerre et l'armée napoléonienne est battue dans une dernière bataille à Waterloo le 18 juin 1815. Et pour la seconde fois, Napoléon abdique et de nouveau il est condamné à l'exil, mais cette fois-ci on va l'envoyer beaucoup plus loin, sur l'île de Sainte-Hélène, au large de l'Afrique, dans l'océan Atlantique, où il restera jusqu'à la fin de sa vie. Il mourra 6 ans plus tard, en 1821, toujours en exil. Donc, les monarchies européennes, russes, autrichiennes et prussiennes, vont se réunir à Vienne et vont décider de remodeler l'Europe. Donc pendant 10 mois, de septembre 1814 à juin 1815, ils négocient à Vienne, la capitale autrichienne,
et ça débouche sur ce que l'on appelle le système Metternich, du nom du ministre des Affaires étrangères autrichien, qui définit les règles et les principes qui fondent la nouvelle diplomatie européenne dans toute la première moitié du XIXe siècle. Donc le Congrès de Vienne a pour but de rétablir l'ordre. Il restaure partout l'ancien régime en faisant prendre un virage réactionnaire et contre-révolutionnaire à l'Europe. Pour rétablir les principes politiques et sociaux qui prévalent avant la Révolution, le Congrès commence par remettre en place les dynasties royales sur leur trône. Donc en France, Louis XVIII est imposé au pouvoir le 8 juillet 1815. En Espagne, Ferdinand VII restaure la monarchie absolue. En Italie, le pape Pie VII retrouve la souveraineté sur ses États pontificaux. Et pour augmenter leur influence et verrouiller l'Europe, les monarques européens dessinent une nouvelle carte de l'Europe. Le royaume de Prusse s'étend à l'ouest en obtenant la Saxe et la Rhénanie. L'Empire d'Autriche annexe la Lombardie. La Russie s'étend à l'ouest. La Belgique est englobée dans le royaume des Pays-Bas. L'Espagne récupère le royaume des deux Siciles au sud de l'Italie. Et l'Angleterre renforce quant à elle sa domination en annexant l'île de Malte. Le Congrès crée également un nouvel ordre européen qui garantit une paix durable après une vingtaine d'années de guerre entre les monarchies coalisées et la France. Et pour garantir cet équilibre et garantir cette paix, les grandes puissances vont se réunir dans un système d'alliances. Alors, il y a 3 alliances principales. En 1815, la Sainte Alliance, qui réunit l'Autriche, la Prusse et la Russie, et qui s'engage à se prêter assistance, aide et secours en toute occasion. Il s'agit en fait d'une alliance réactionnaire, prête à utiliser la force pour restaurer et maintenir une Europe monarchique et chrétienne. Il y a ensuite la quadruple alliance, ce sont les 3 premiers pays, plus le Royaume-Uni. Et ils s'engagent à se réunir régulièrement pour empêcher le développement des mouvements nationaux et libéraux. En 1820, les membres de cette quadruple alliance s'accordent un droit d'ingérence, c'est-à-dire qu'ils s'autorisent à intervenir militairement en dehors de leur zone d'influence. L'alliance s'élargit encore en 1818, lorsque la France l'intègre. La France qui est maintenant une monarchie, et donc c'est la quintuple alliance. Donc ils inventent une nouvelle forme de gouvernance multilatérale. Les 5 grands gèrent l'Europe ensemble, par la concertation et sans entrer en conflit. Ils préservent un équilibre des puissances qui sert leur principal intérêt, conserver le pouvoir et empêcher le réveil de la Révolution. Alors, voici la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez que la France, par rapport à la vidéo précédente, est extrêmement réduite. Le royaume de Prusse s'étend à l'ouest en obtenant la Saxe et la Rhénanie. L'Empire d'Autriche annexe la Lombardie, la Vénétie au nord de l'Italie et prend la tête de la Confédération germanique qui regroupe 38 États. La Russie s'étend à l'ouest en prenant possession de la Pologne et de la Bessarabie et au nord en annexant la Finlande. Vous ne l'avez pas sur la carte, la Finlande. La Belgique est englobée dans le royaume des Pays-Bas. L'Espagne récupère donc le royaume des deux Siciles au sud de l'Italie. Et l'Angleterre renforce quant à elle sa domination en annexant l'île de Malte. Au cours du congrès de Vienne de 1815, les vainqueurs de Napoléon règlent leur compte avec la France parce qu'elle est accusée d'avoir fait subir à l'Europe le chaos révolutionnaire, puis la tyrannie napoléonienne.
Et donc la France est sanctionnée par les monarques européens qui imposent le retour aux frontières de 1792. Donc la France perd ses annexions en Belgique, en Savoie et à Nice. Elle doit rembourser plus de 700 millions de francs d'indemnités de guerre et elle doit également payer les frais des armées qui occupent la France. Et malgré la présence à Vienne de Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII, la France n'est intégrée dans aucune des alliances, ce qui crée une ambivalence car elle est toujours une grande puissance et reste perçue comme telle en Europe, mais elle est sous la surveillance des monarques européens qui sont persuadés que la menace révolutionnaire est encore présente. Alors, dès son arrivée au pouvoir, sur le trône en avril 1814, Louis XVIII prend des mesures très symboliques qui dévoilent un petit peu sa stratégie pour faire oublier la Révolution. Donc il montre tout d'abord son attachement à l'absolutisme en choisissant le titre de roi de France et non pas celui de roi des Français qui avait été donné à son frère Louis XVI pendant la Révolution. Il réduit ensuite les effectifs de l'armée qu'il soupçonne d'être un foyer révolutionnaire. Il limite la liberté de la presse pour éviter les critiques et notamment la diffusion de caricatures le représentant en gros cochon. Vous avez à côté une caricature où vous voyez il est montré comme extrêmement obèse. Enfin, il interdit la Marseillaise et le drapeau tricolore qui est remplacé par le drapeau monarchique blanc. En fait, Louis XVIII veut restaurer la France et ça consiste à la relever, à la réparer, à la remettre sur les bons rails. Et les bons rails, pour Louis XVIII, c'est bien entendu l'Ancien Régime. Même s'il préfère le modèle absolutiste de son frère Louis XVI, Louis XVIII est conscient de l'attachement des Français aux principes révolutionnaires. Donc beaucoup de Français se sont habitués aux droits et aux libertés qu'ils ont acquises grâce à la Révolution. Il souhaite donc réconcilier les Français en tenant un compromis entre monarchie et révolution. Et donc le 4 juin 1814, un texte définit la nouvelle organisation des pouvoirs et Louis XVIII fait le choix d'une charte et non pas d'une constitution. Il s'agit d'un texte octroyé, d'un privilège concédé au sujet par la bonne et unique volonté du monarque. Donc il met en place une monarchie constitutionnelle et le principe de séparation des pouvoirs est appliqué. Le roi et son gouvernement ont le pouvoir exécutif, la Chambre des députés et la Chambre des pairs ont le pouvoir législatif. Cependant, là encore, comme avec Napoléon, il s'agit d'une séparation des pouvoirs en trompe-l'œil pour deux raisons. Parce que d'abord, le roi nomme lui-même la Chambre des pairs et il peut dissoudre la Chambre des députés quand il le souhaite. Et en plus, il a la seule initiative des lois. Il peut décider des lois sans faire voter les assemblées. La question du suffrage est essentielle pour comprendre la nature du régime politique. La charte de 1814 est un compromis car les Français peuvent bel et bien participer à la vie politique par le vote, mais Louis XVIII installe un suffrage censitaire qui est préféré au suffrage universel. Donc censitaire, je vous le rappelle, c'est par rapport à ce que vous payez en impôts. Et sur 30 millions de Français qui sont qualifiés de sujets dans la charte, seuls 100 000 notables de plus de 30 ans peuvent voter, soit 0,2% de la population. Donc ce régime a réellement l'aspect d'une monarchie constitutionnelle, mais ni la séparation des pouvoirs, ni la souveraineté nationale ne sont réellement appliquées. Et rapidement, le projet de réconciliation nationale va être contesté. Louis XVIII sera critiqué par les bourgeois, mais également par le peuple. Et malgré la censure, les caricatures du roi obèse circulent.
Donc sous la Restauration, le paysage politique se réorganise autour de trois camps qui défendent des visions radicalement opposées sur l'avenir politique de la France. On retrouve d'ailleurs le clivage qui était né pendant la Révolution entre la droite et la gauche, entre les royalistes et les républicains. Donc vous voyez ici les ultra-royalistes qui trouvent que la charte de 1814 est trop révolutionnaire et veulent le retour à la monarchie et le rétablissement des privilèges. Vous avez les libéraux qui prônent un retour à une monarchie modérée et qui s'opposent en ça aux ultras. Et puis vous avez la gauche qui rejette totalement la charte parce qu'il la juge trop conservatrice. Il rejette le drapeau blanc et la prééminence de la noblesse. Donc après une période de libéralisation mise en œuvre par le chef du gouvernement Louis Decazes, l'année 1820 marque le tournant réactionnaire de la Restauration. Parce que le 14 février 1820, le duc de Berry, qui est le neveu et donc l'héritier de Louis XVIII, qui n'a pas d'enfant, est assassiné par un ouvrier libéral antimonarchiste, Louvel. Les ultra-royalistes instrumentalisent cet événement pour faire prendre un virage beaucoup plus conservateur et réactionnaire au régime. Et donc ils décident de suspendre les libertés individuelles, ils rétablissent la censure de la presse et ils redonnent à l'Église le monopole de l'enseignement. Mais Louis XVIII meurt en 1823 sans descendance et c'est son frère, Charles X, qui lui succède. Donc lui aussi membre de la dynastie des Bourbons, frère de Louis XVI, frère de Louis XVIII, il rejette lui totalement l'héritage révolutionnaire. Donc dès son arrivée, il modifie la charte de 1814. Le roi est désormais déclaré inviolable et sacré. Et le 29 mai 1825, il renoue avec une cérémonie que la France n'avait pas connue depuis 1775. Il se fait roi dans la cathédrale de Reims. Donc le message qu'il envoie au peuple est clair, c'est un retour sans compromis de la monarchie absolue de droit divin. De plus majoritaire à la Chambre, les députés ultra-royalistes détricotent complètement l'héritage, détruisent l'héritage révolutionnaire et de 1824 à 1830, ils votent de nombreuses lois réactionnaires. Censure de la presse est totalement muselée par une censure très sévère. La loi du milliard des immigrés dédommage les nobles qui avaient émigré pendant la Révolution et dont les biens avaient été confisqués pendant cette Révolution. Donc ils sont dédommagés. La loi du sacrilège va punir toute atteinte contre le culte catholique par des travaux à perpétuité. Et la loi du double vote permet aux électeurs les plus riches de voter 2 fois. De façon un peu plus symbolique, il fait du 21 janvier, jour de l'exécution de Louis XVI, un jour de deuil national et il inaugure en 1826 un monument commémoratif sur le lieu même de l'assassinat de Louis XVI. Et enfin, en 1827, la garde nationale est supprimée. Donc toutes ces mesures réactionnaires qui limitent les libertés publiques sont très impopulaires et rapidement la monarchie se coupe de la nation et un mouvement de contestation s'organise. Porté par les bourgeois, par les ouvriers, par les artisans et les étudiants, le mouvement libéral reproche à Charles X de piétiner la charte de 1814. Les libéraux parviennent à remporter la majorité à la Chambre des députés aux élections de 1830, mais Charles X refuse et choisit l'épreuve de force car elle dissout cette chambre qui lui est hostile. Les nouvelles élections confirment la victoire des libéraux, dont la majorité augmente encore. Charles X contre-attaque en légiférant par ordonnance. Donc le 25 juillet 1830,
Prétextant que la sûreté de l'État est menacée, Charles X rédige 4 ordonnances réactionnaires. La liberté de la presse est suspendue, la Chambre des députés est dissoute avant même qu'elle ne se soit réunie, et les règles du droit de vote sont modifiées puisque le niveau d'impôt nécessaire pour pouvoir voter est relevé. Et donc la manœuvre a pour but d'empêcher la réélection des députés libéraux. Dès leur publication, le 26 juillet, les journalistes parisiens dénoncent des ordonnances autoritaires et liberticides et les présentent comme un coup de force. Selon eux, c'est un coup d'État légal d'un roi extrémiste qui veut censurer, voire même nier la nation. Et ils appellent à la désobéissance. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante avec donc l'échec de Charles X, la destitution de Charles X et la création de la monarchie de Juillet, une monarchie libérale.